Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 42e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Mehdi, Emma, Julie, Élise et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Notre invitée du jour est Isabelle Batteste, actuellement associée chez Bellu Games, entreprise spécialiste du jeu et de la coopération, mais en fait on va pas beaucoup parler de ça au final. Isabelle va évoquer son parcours, ses questionnements identitaires en tant qu'adoptée et pourquoi de française d'origine coréenne, elle se dit maintenant coréenne de nationalité française. Elle nous parlera également de ses engagements artistiques. Et Isabelle a eu de nombreuses activités professionnelles que nous survolerons pour nous concentrer sur son rôle de dirigeante chez Bellu Games, où, avec toute son équipe, il et elles œuvrent collectivement à créer un monde de travail émancipateur dans un système capitaliste. On évoquera également la fresque de la biodiversité et sans doute d'autres choses que nous découvrirons ensemble pendant le direct. Nous sommes installés dans le cocon de la studio. Prenez place avec nous pour cet entretien. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Fred, bonsoir Julie. Alors avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 1er octobre 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.1 FM et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm et vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Julie réalise l'émission de ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous et belle émission. Merci, elle attend vos appels. Pour cela, notre téléphone est branché. Appelez-nous au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez plus simplement réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Alors, rebonjour Isabelle dans ce studio que tu connais un petit peu, vu que tu as animé plusieurs émissions il y a quelques années sur Radio Cause Commune. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors, normalement, dans les émissions Chemin de traverse, on commence par parler un peu du parcours de la personne invitée, avant d'aborder 2-3 sujets forts. Mais là, on va commencer directement par quelque chose de fondamental pour toi, de questionnement identitaire en tant qu'adopté. Alors, l'adoption recoupe évidemment plusieurs réalités, donc on va parler de ta réalité à toi. Alors déjà, première question, tu es né à quelle époque ? Eh ben, je suis née en 1976 à Séoul, en Corée du Sud. D'accord. Et donc, tu as été adoptée, mais tu es adoptée à quel âge ? En fait, j'ai été adoptée à l'âge de 5 mois, après avoir été abandonnée au lendemain de ma naissance. Ce que j'ai comme info, c'est qu'a priori, c'est ma mère qui était très jeune, qui devait avoir 16 ans, qui, sur les conseils de sa mère à elle, m'a abandonnée, parce qu'à cette époque-là, en fait, avoir un enfant si jeune, sans être mariée, c'était être vouée à la discrimination, de pas avoir d'avenir pour elle et pas avoir d'avenir pour son enfant. Donc, de ce que je sais, a priori, je sais même pas si mon père biologique sait que j'existe. Et les infos que j'ai, c'est celles que j'ai pu récupérer sur un dossier, mais que j'ai jamais pu valider, quoi. Enfin, j'ai pas retrouvé mes parents biologiques. D'accord. Alors, on va revenir sur cette question, sur ce sujet-là. À partir de quand tes parents adoptifs t'ont dit que tu avais été adoptée ? Ah, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Toujours. Même quand tu étais vraiment toute petite ? J'ai pas souvenir d'avoir un jour appris que j'avais été adoptée. Bon, il se trouve que effectivement j'ai une tête d'asiatique. Tu n'as pas la tête correspondant à ton prénom, en fait. Et ni à la tête de mes parents adoptifs. Adoptifs, ce sont de parents blancs. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Et du coup, effectivement, extérieurement, ça a toujours été une évidence que je ressemblais pas à mes parents et c'est pas quelque chose qu'ils ont pu me cacher, le fait que j'ai été adoptée. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir un jour découvert que j'avais été adoptée. Par contre, j'ai toujours grandi dans cette histoire que c'était exactement comme s'ils nous avaient fait. Vraiment un mythe assez fort. C'est ce que te disaient tes parents ou c'était ce que toi tu ressentais ? Non, ce que mes parents me disaient, ma mère me disait, c'est exactement comme si je l'avais porté dans mon ventre. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, d'accord. Voilà. Tu as été adopté, tu n'es pas mon enfant biologique, mais pour nous, il n'y a pas de différence et il n'y aura pas de différence pour toi dans ta vie. C'était le message de ta mère ? Oui, et c'était le message de ma mère, mais ça allait loin parce que c'est exactement comme si je t'avais porté dans mon ventre avec une négation, une invisibilisation complète de ma vie avant mon arrivée en France. Et moi, j'ai vraiment grandi dans ce mythe-là que tout est acquis. Et en fait, ma vie commence à 5 mois à mon arrivée à Roissy en France. Donc c'était une sorte de négation de l'héritage génétique, on va dire, biologique, culturel de la Corée. Un total déni. Enfin, j'ai mis des années à le déconstruire.
et à réhabiliter mes origines biologiques. D'accord. Ok. Alors je précise qu'on me signale que donc ça remarche, ça refonctionne en FM. Alors il y avait peut-être un problème sur le poste utilisé par la personne. En tout cas, c'est l'essentiel, c'est que tout va bien et qu'on nous entend. Alors tes parents donc t'ont adopté. Quelle était la raison? Est-ce que ils pouvaient pas avoir d'enfants? C'était un autre choix? Oui, c'était ma mère qui avait des problèmes de façon très technique, il y avait les trompes bouchées. D'accord. Donc, elle a subi plusieurs opérations. Et au final, ça a toujours été sans succès. Et donc, à un moment donné, s'est posé la question de devenir parent différemment et s'est posé la question de l'adoption. Alors, pourquoi la Corée? Ils avaient été en Corée du Sud Pas du tout. Il se trouve que... il faut savoir que la Corée du Sud, c'est au niveau mondial le pays qui a envoyé le plus d'enfants à l'adoption. Il y a plus de 200 000 enfants qui sont partis à l'adoption en 30 ou 40 ans. Donc les adoptions ont commencé au lendemain de la guerre de Corée, donc après 53. Au départ, c'était les enfants métis de GIs qui étaient complètement rejetés par la société coréenne. Okay. Donc on les renvoyait ailleurs. Donc en fait, il y a un couple d'Américains qui s'appelle les Holt qui ont commencé à organiser ces transferts d'enfants en disant mais de toute façon ces enfants ils restent orphelins, en tout cas rejetés en Corée. Donc il y aurait des parents preneurs aux États-Unis. Et donc les premiers mouvements d'adoption ont commencé comme ça et en fait ont continué largement des années après ces problématiques d'enfants métis et à l'époque dans les années 70 il y a eu vraiment des dizaines de milliers d'enfants qui sont partis à l'adoption. En France, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un peu plus de 10 000. Enfin, le gros du bataillon sont partis aux États-Unis et au Canada, mais en France, c'est le pays en Europe le plus adoptant d'origine de Corée du Sud. Et je pense que c'était juste une facilité, entre guillemets. Je pense que mes parents, ils étaient prêts à adopter des enfants de toutes de toutes les origines, et c'était seulement plus facile d'adopter des enfants venus de Corée du Sud. Je dis ça et en même temps je pense qu'il y avait aussi cette question de peut-être on souffrirait moins du racisme en étant asiatique que en étant d'origine noire ou maghrébine. Je crois qu'ils avaient déjà cette conscience quand même que ça serait peut-être plus facile de s'intégrer en tant qu'enfant asiatique qu'enfant d'autres origines, quoi. D'accord. Alors est-ce que le choix justement d'un prénom français, typiquement français, Isabelle, parce qu'en fait ils auraient pu choisir un autre prénom, un prénom asiatique. Est-ce que c'était justement aussi pour faciliter l'intégration? Ah oui, complètement. Ouais. Et puis c'était mes parents, donc on est 3 enfants adoptés. Vous êtes 3 à avoir été adoptés? D'accord, ok. Et d'origine. Toi, t'es la première ou la... Non, je suis la deuxième. Donc j'ai eu un frère qui est arrivé à 18 mois, puis moi à 5 mois, donc je suis la seule à arriver bébé. Et ma petite sœur qui est arrivée à 3 ans et demi. D'accord. Et on a tous les 3 des prénoms français typiques depuis des temps immémoriaux. Donc, moi, je m'appelle Isabelle, mon frère s'appelle Philippe et ma sœur s'appelle Sophie. Ah oui, pour le coup... Voilà, et en fait, ils avaient vraiment cette préoccupation qu'on ait des prénoms foncièrement français. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça marchait à l'école? Parce que on a reçu comment ça s'appelle, Florence Chabanois. Donc, alors, si je me souviens bien, ses parents sont cambodgiens, et donc elle racontait le racisme qu'elle avait pu vivre à l'école. Et bon, est-ce que donc comment ça s'est passé à l'école? Est-ce que ah oui, malgré le prénom, physiquement, quand on te voit, on se dit effectivement. Oui, alors non, j'ai subi du racisme à l'école. Le prénom n'a pas tout effacé. Et effectivement, j'étais un peu avec mon frère et ma sœur, en tout cas, les Chinois de l'école, pour la faire courte. Mais quand même, moi, je me rends compte que effectivement, j'ai été, on peut le dire, vraiment harcelée par rapport à ma tête d'asiatique, isolée par rapport à ça. Mais en même temps, moi, j'ai tellement cru à ce mythe intégrateur que mes parents, dans lequel mes parents m'ont élevé, éduqué, qu'il y avait une part de moi qui disait mais en fait les gens ils comprennent rien. En fait t'es blanche. En fait, est-ce que tu te considérais comme blanche? Non, parce que je pouvais pas me poser ces questions en termes de couleur, mais en tout cas moi j'avais vraiment complètement intégré le fait que j'étais une petite française comme les autres. D'accord, ok. Et que mon père il s'appelait Michel Batteste et que ma mère elle s'appelait Pierrette Batteste et que c'était mes parents et que voilà. Et oui, je me regardais dans la glace et je me souviens, même toute petite, je me regardais dans la glace et je me disais, mais comment les gens ils peuvent voir que je suis asiatique?
Il y avait quelque chose que moi-même je voyais pas. Quand on me disait que j'avais un nez plat ou des yeux en grain de riz, je disais mais comment? Je disais, mais non, mais moi j'ai une bosse pour le nez aussi, j'ai pas des yeux en grain de riz, je voyais pas que j'avais des traits à la place des yeux. C'est très marrant ce que tu viens de dire sur le nez plat, parce que je me souviens que Florence avait raconté lors de l'émission qu'elle essayait de s'allonger le nez, mais que ça ne marchait pas. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'était un peu l'insulte de base dans les cours d'école. Et je comprenais pas cette histoire de nez plat. J'ai mis des années, vraiment petite, à comprendre qu'effectivement, il y avait le creux du nez, là, c'était juste cette espèce de creux du nez qui était moins saillant que chez les physiques caucasiens. Mais ouais, il y avait quelque chose qui me dépassait, quoi. Et ça a été école primaire, secondaire, non, collège, étonnamment, non primaire uniquement. Uniquement primaire, et après, d'accord. je pense que c'était aussi lié à moi, ma personnalité, où maintenant, avec le recul, avec les mots d'aujourd'hui, je me dis que je devais être un enfant un peu HPI, ou en tout cas, je sais que les enfants, moi, je me suis ennuyée toute mon enfance. Et j'attendais qu'un truc, c'était que je sois grande pour faire des choses de grande. Et en fait, je passais ma vie à bouquiner. Et j'étais toute seule et j'étais un peu rejetée. Mais j'avais l'impression que c'est parce que les enfants, ils étaient bêtes et qu'ils ne comprenaient pas. D'accord. Et en fait, quand je suis arrivée au collège, et là, de façon assez miraculeuse, tout s'est inversé et je suis devenue hyper sociable et j'ai commencé à me faire des amis et il n'y a plus du tout ces questions-là de harcèlement. Et après, il faut dire que je suis arrivée au collège la même année que mon frère était en 4e. Et lui, il était très grand, ça, il avait fait sa croissance et il était dans un peu la classe des bad boys qui faisait flipper tous les enfants du collège. Ah oui, donc j'étais la sœur à Bateste et donc on me touchait pas trop. D'accord. J'avais cet avantage-là. C'était dans quel quartier, sans être indiscret? Enfin, dans quelle région? Moi, j'ai grandi dans les Yvelines, à 50 ans d'Yvelines, dans un endroit très classe moyenne, assez blanc. Mais en même temps, oui, assez blanc. Mais enfin, moi, j'ai grandi dans une ville qui est collée à la ville de Trappes. D'accord. Donc, qui est un peu plus connue que la mienne. Mais où c'était quand même très ghettoisé, quoi. On avait Trappes d'un côté et Voisin-le-Breton à côté, qui était un peu le petit Neuilly de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, quoi. Je connais Voisin, voilà. Effectivement. Donc, non, c'était hyper préservé, très, très classe moyenne, plus, quoi. Donc en fait, ta famille était plutôt, justement, c'était une de mes questions, ta famille, en point de vue classe sociale, était plutôt pas aisée, mais en tout cas... Si, on va dire quand même plutôt aisée. Et moi, j'ai grandi dans un environnement hyper homogène, où j'avais l'impression que tous les pères, ils étaient ingénieurs, et toutes les mamans, elles étaient secrétaires, ou... pas secrétaires, mais en tout cas... Tout le monde partait au ski en février et toutes les maisons étaient fermées l'été parce que pendant un mois au moins, les gens partaient en vacances l'été dans une maison à la campagne ou en voyage. Enfin, voilà, et c'était la norme dans laquelle j'étais, quoi. D'accord. Est-ce que tu considères que tu as souffert de cette finalement de ce racisme en primaire? Qu'est-ce que ça a fait sur ta construction? Je pense une conscience aiguë, une conscience ou une inconscience aiguë de ma différence. Et du coup, une sorte de proximité immédiate avec toutes les personnes différentes. D'accord. Ou toutes les personnes qui rentrent pas dans la norme ou qui sont un peu en marge. La sensation que, effectivement, de façon un peu inconsciente, on avait quelque chose en commun. Et en même temps, je dis ça, mais je me rappelle que dans mon école, il y avait une autre fille asiatique, vietnamienne, avec des parents vietnamiens. Et en fait, c'était gênant d'être proche d'elle parce qu'en fait, moi, j'avais pas de culture asiatique. Et je me sentais un peu une imposteur, heureuse, je sais pas comment on le met au féminin, mais enfin, il y avait ce côté, on est censé se regrouper parce on est un peu rejetés. Ouais. Oui, puis on est rejetés un peu toutes les deux parce qu'on est asiatique. Et en même temps, moi, je suis pas une asiatique comme toi. Enfin, et donc, oui, il y a et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun avec beaucoup, beaucoup d'adoptés. Ouais. Une sorte de racisme un peu intériorisé pendant longtemps vis-à-vis d'autres asiatiques. Pas tant parce qu'on aurait un complexe de supériorité, mais en tout cas d'illégitimité à faire partie d'une communauté à laquelle on n'appartient que par la tête, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de culture ou de vécu commun. Mais alors, ça me fait penser à une question sur ta sœur, Sophie. Donc, si j'ai bien noté, 3 ans et demi, elle est arrivée en France à 3 ans et demi, donc elle parlait déjà coréen. Oui. Est-ce
que toi, tu parles coréen ? Pas du tout. Donc, est-ce que finalement, dans votre parcours, le fait qu'elle soit arrivée en ayant passé 3 ans et demi, donc déjà en Corée du Sud, à parler coréen, avec être imbibée en partie de la culture coréenne, est-ce que ça fait quelque chose un changement par rapport à vos parcours, vos vies Pas du tout, parce qu'en fait, même elle, en arrivant à 3 ans et demi, elle a eu le même discours que moi, c'est-à-dire c'est exactement comme si on t'avait fait, et reset. Donc c'était vraiment un discours normalisé des parents pour les 3 enfants, d'accord. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, moi je le prenais vraiment comme un souci pour nous d'intégration. Et en fait, avec le recul maintenant, je pense que c'était une stratégie de survie pour ma mère notamment. Je sais pas trop pour mon père, mais en tout cas pour ma mère, pour qui ça a été, je pense, hyper violent pour elle de pas faire d'enfant en tant que femme, et puis être éperdument amoureuse de son mari. Et que la société aussi lui a renvoyé qu'elle n'était pas complètement femme pas complètement mère, parce qu'elle n'avait pas fait ses enfants, et même qu'elle n'était pas vraiment légitime en tant que mère, parce qu'elle n'avait pas porté ses enfants. Et donc, de proclamer, c'est exactement comme si on nous avait fait, en fait, j'ai l'impression qu'elle le disait pas tant à nous qu'à elle, d'accord, et qu'au reste du monde. En fait, elle avait fortement besoin, je pense, de se rassurer là-dessus, et oui, maintenant, je le décrypte vraiment plus comme ça, avec le recul, quoi. Mais à partir de quel âge t'as eu cette conscience, ou en tout cas ce sentiment de te dire que ce que t'avais dit, donc notamment ta mère, finalement, alors je sais pas quel terme employer, c'est pas des foutaises ou je sais pas, mais... Moi, ça arrivait tard. Moi, j'ai vraiment grandi dans ce mythe hyper tardivement. C'est ce mythe, ok. Alors que c'est pas du tout le cas de ma sœur, faudrait l'inviter pour qu'elle vous raconte sa vision des choses, mais elle a vraiment vécu son adoption comme un kidnapping, un arrachement à sa destinée, on peut dire avec un grand mot. Alors que moi, j'étais là, oui, je suis une petite Française comme les autres, et j'étais vraiment une partisane complète de l'acquis, enfin dans le débat inné, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Pour moi, c'était 100% est acquis, et j'en suis bien la preuve. Il a fallu que mes parents décèdent dans des conditions un peu tragiques, et que je les perde en même temps que je perde un peu quasiment tout le reste de la famille, pour réaliser qu'en fait, non, c'était peut-être pas exactement comme s'ils nous avaient fait, et que oui, il y a quand même dans le lien du sang quelque chose d'indépassable. Et oui, parce qu'en fait, le décès de mes parents successifs a créé un espèce de drame dans la famille. Et pour la première fois, alors que ça n'avait jamais... Enfin, moi, j'avais la sensation qu'en plus de 40 ans de vie dans cette famille, notre adoption n'avait jamais été un sujet. Ça avait été complètement... Pour les autres membres de la famille, oui, tu veux dire. Voilà, complètement acquis, et complètement banalisé, que bien sûr, on était les enfants comme les autres. Pierrette et Michel, comme tous les autres de mes oncles et tantes. Et qu'en fait, la fin de vie de mon père, où il a perdu sa tête, et ma mère est décédée de façon prématurée, tout à coup, il y a eu des allusions au fait qu'on ait été adoptés, qu'en fait, on n'était pas aussi légitime, mais c'est plus subtil que ça, parce que ça n'a jamais été dit comme ça, mais toujours est-il que j'ai été poursuivie en justice, enfin bon, bref. Quand même. Oui, ça a été très très loin, quoi. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une tante à laquelle je parle, quoi. Et tous les relations ont été coupées. Quand tu disais tout à l'heure que tu as perdu toute la partie de la famille, donc il y a le décès de tes parents, mais les autres, c'est en fait, t'as coupé les ponts. Voilà. Ou ils ont coupé les ponts. Ils ont coupé les ponts. Ils m'ont poursuivi en justice. D'accord, ok. Et ça finit en complètement en drame le jour de l'enterrement de mon père, où je me suis fait insulter à l'église, enfin bon, le truc délirant. Et en fait, ce qu'il y avait de sous-jacent, c'est que quelque part... En fait, ce qui était remis en cause, c'était notre légitimité d'enfant adopté à prendre soin de notre père qui avait perdu sa tête et à faire des choix pour lui. Ah ok, donc si je comprends bien, pour essayer de comprendre, donc ton père avait perdu sa tête, donc il devait être placé, ou en tout cas il fallait s'en occuper, donc il fallait prendre des décisions. Et donc, exactement. Vous, en tant qu'enfant, donc c'était relativement récent, tu dis 40 ans, voilà, quarantaine d'années. Donc vous, en tant qu'enfant, vous étiez légitime pour prendre ces décisions, mais le reste de la famille a considéré que vous n'étiez pas légitime car adopté. Est-ce que c'est ça ? Oui, mais c'est ça. Sans le dire, c'est ça ? Sans le dire. Ah, ok. Voilà, d'accord. avec des allusions vraiment hyper sordides, et bien sûr jamais sur ce compte-là, mais en nous accusant de tous les pires horreurs, de manipulation, de détournement de fonds, n'importe quoi. Enfin bon, bref, j'ai des listes entières d'insultes.
Mais qui partait de rien, parce que qui partait de rien, qui partait de nulle part, dans le sens où moi mes oncles et tantes, c'était mes oncles et tantes, comme n'importe quels oncles et tantes, bon voilà quoi, puis notamment un qui était vraiment la personne en qui on faisait le plus confiance dans la famille, voilà, et tout d'un coup on devenait des gens monstrueux, accusés de tous les maux, de toutes les malversations, et avec vraiment filigrane, et je pense que vraiment pour elle et pour eux, si demain ils m'écoutent ou que quelqu'un leur dit mais c'est parce que les enfants ont été adoptés, mais je pense que jamais ils admettraient ça. Ils vont nier. Ah oui, complet. Je pense que c'était un endroit vraiment inconscient, profondément ancré, et c'est là où je dis que le lien du sang quelque part ce que j'ai expérimenté moi, c'est qu'il est indépassable. C'est que oui, il y a un endroit d'un non-dit profond. Mon père, c'était un peu une forte tête dans la famille. Et je pense quand il a décidé d'adopter des enfants, voilà, il a mis un espèce d'énorme couvercle sur ce sujet-là, dans une famille un peu tradibourgeoise quand même, où j'ai toujours su que le lien du sang était important. C'est ça qui est assez ironique et contradictoire. C'est que moi, je savais que dans cette famille-là, le lien du sang était important. Et je me t'ai toujours dit, c'est fou que notre adoption n'ait jamais été un sujet. Voilà. Et en fait, bien sûr que si, ça l'était. Mais ça avait été tu pendant toutes ces années, parce que lui, forte tête, vis-à-vis de lui, tout le monde a joué le jeu. Et à partir du moment où il a perdu sa tête et qu'il commence sur sa fin de vie, en fait, c'est un peu comme si les langues s'étaient déliées. Tout à coup, ah oui, là, on réalisait que, non, en fait, c'est plus possible. Et c'est un scandale que cet homme-là, que tout le monde adore dans la famille, finalement, c'est pas nous qui prenions les décisions pour lui, et que ce soit ses enfants qui ne sont pas quand même si bâtestes que ça, quoi, pour le faire court. D'accord. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu as été en Corée? Est-ce que tu as été à la recherche de ta mère biologique, de tes origines Eh ben, c'est pour ça que je dis que j'ai mis du temps à remettre en cause le mythe, parce qu'il a fallu ce drame familial pour que je me dise, en fait, c'est peut-être pas exactement la même chose, et si eux, c'est pas ma famille, ils décident qu'ils sont plus ma famille, c'est quoi ma famille? Donc là, ça m'a mis en mouvement, où déjà aussi ma sœur, elle, ça faisait depuis toujours. Elle vraiment, c'était, il y avait quelque chose de pas clair pour elle, en tout cas, d'un espèce de non-dit qui était pas très sain. Mais comme il y avait une sorte de tabou quand même familial sur, bien sûr, on a toujours su qu'on était adoptés, mais en même temps, il y avait un tabou. Donc, je crois qu'une fois, ma sœur a dit à ma mère, j'aimerais bien retourner en Corée. Et ma mère a dit, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Donc, elle a vu que ça choquait. Donc, elle a renoncé. Et en fait, quand mes parents sont décédés, la première chose assez rapidement après, elle m'a dit, moi, j'ai envie de retourner en Corée. Est-ce que tu viens avec moi? Et parce qu'elle s'autorisait enfin, avec leur départ, à retourner en Corée, alors que jusque-là, elle savait que ça aurait été trop violent pour eux. D'accord. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve vraiment chez beaucoup d'enfants d'adoptés, cette ultra-loyauté. Et en fait, on protège nos parents adoptifs en creusant pas, en fait, ces identités. Et moi, je pense que d'un côté, j'étais acquise à la cause de ce mythe familial. Et en même temps, je pense qu'il y avait aussi, de façon un peu inconsciente, cette protection d'un tabou. Se dire, si on veut aller plus loin, ça va être blessant pour eux. Donc, non, on n'y va pas, quoi. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là, dans les années 2020, 2021, c'est ça que vous décidez d'aller... On retourne en Corée, donc... Alors, elle retourne, toi, tu y vas. Parce que tu n'y étais pas encore. Si, tu étais déjà allé. Étonnamment, j'y étais déjà allée des années avant. D'accord. J'étais enceinte l'année où j'ai appris que j'allais avoir un enfant. D'accord. Et j'étais allée en vacances parce que j'avais rencontré une Coréenne qui m'avait dit, quoi, t'es pas encore retournée en Corée, il faut absolument que tu y ailles. Donc elle m'avait invitée chez elle. Mais j'étais retournée vraiment en touriste. En touriste. Donc là, vous y retournez. Pourquoi? Pour rechercher les origines? Oui, en fait, il se trouve que on décide de repartir en Corée. Et là, on lance la procédure de recherche, de demande déjà de notre dossier d'adoption. Ouais. Donc auprès de l'organisme en charge, la fondation Holt, et pour récupérer les infos qui sont disponibles.
et qui sont pas du tout les infos que mes parents nous avaient données. Parce que d'accord. on grandit aussi beaucoup en France, globalement, peut-être même dans les pays occidentaux, plus largement, avec l'idée que les enfants qui sont adoptés, ils sont adoptés parce qu'ils sont orphelins. Ouais. Et en fait, c'est faux. La très grande majorité des enfants qui sont adoptés ne sont pas orphelins. Ils ont des familles. Et malheureusement, une très très grande partie des cas aussi le sont sans le vrai consentement des familles. Des parents biologiques. Des parents biologiques. Okay. Et du coup, donc moi, je demande mon dossier. Ma sœur demande son dossier. Donc on découvre qu'en fait, bien sûr, tous les deux, on avait des parents. Et on découvre les conditions de notre abandon. Et en même temps, on ne sait pas non plus quelle est la part de réalité de ces documents-là. Du dossier. Voilà, Ça peut être des dossiers trafiqués. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'est pareil. Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard aussi. L'ampleur des trafics qu'il y a eu. Et l'année dernière, il y a eu une commission d'enquête parlementaire Vérité et Réconciliation en Corée qui a été menée et qui a vraiment du coup établi la culpabilité de l'État dans ces trafics d'enfants. Oui, c'était un trafic organisé par l'État de Corée du Sud, en fait. Pas complètement organisé, mais en tout cas, ils ont fermé les yeux. D'accord, ok. Et ils ont été hyper laxistes sur les autorisations qui ont été données. D'accord. Et on sait... j'ai pas toutes les données vraiment de à quel point... jusqu'où va le... La complicité de l'État, tu sais pas. La complicité active ou passive de l'État. Mais là, très récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles qui avaient abandonné leurs enfants, qui elles-mêmes se mettaient en recherche, à qui l'État a donné des mauvaises informations pour les égarer. Donc là, il y a de plus en plus de preuves sur les malversations objectives. Et donc... Voilà. Vous n'étiez pas sûr des informations? Donc les infos, moi sur le coup j'ai tout pris pour argent comptant. Moi je suis super naïve. On m'a donné les infos, j'étais sûre c'était ça. Et c'est après, en repartant à la recherche de mes origines, en m'intéressant au sujet, et là c'est marrant parce qu'on peut faire le lien avec mes activités artistiques, parce qu'il se trouve que j'ai été contactée bien plus tard par Laure Badufle, qui... peut-être que vous connaissez son histoire si vous avez vu le film Retour à Séoul. Non, j'ai pas qui est en accès sur Arte TV en ce moment, qui raconte son histoire à elle, d'enfants adoptés qui repart sur les traces de ses parents biologiques, qui retrouve son père biologique. Et en fait, Laure... Et là, ça fait le lien avec la fraise de diversité, mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Mais elle a monté un collectif d'artistes coréens adoptés internationaux pour instruire ce sujet-là à travers l'art. Et de fil en aiguille, tombe sur moi. Et moi, je rejoins le collectif. Et en fait, dans le cadre de ce collectif, je rencontre... Laurent, qui est le président de Racines Coréennes, une association qui a été montée depuis plus de 20 ans, qui porte la voix des enfants adoptés originaires de Corée du Sud en France. Et du coup, je rencontre aussi beaucoup plus d'adoptés. Et de fait, je suis beaucoup plus renseignée sur ces enjeux. Et par la voix, par les personnes au sein du collectif, par Racines Coréennes, par les différents événements auxquels je participe. D'accord. Ouais. Le collectif, c'est OCAP, on va en reparler juste après, OCAP. Mais on va quand même finir sur cette partie-là. Et notamment, donc finalement, comme question que je me pose, c'est est-ce que tu as retrouvé? Non, pas du tout. Non. J'ai retrouvé un certain nombre d'informations. À l'époque, on me donne des informations assez contradictoires sur... on me dit que ma mère n'est plus joignable parce que elle aurait désactivé son numéro d'identité. Et ça, pour un Coréen, c'est incompréhensible. Personne ne comprend ce que la Fondation a voulu me dire en me disant ça. Et en plus, elle l'aurait désactivé une semaine pile avant que je lance mes recherches. Bref, c'est un peu improbable, cette histoire de date.
Donc, pas de nouvelles de ma mère. Et là, ils me disent, vous avez qu'à lancer la recherche l'année prochaine. Et je dis, mais pourquoi l'année prochaine ? Ça n'a pas de sens sur l'année prochaine. Et mon père, il me dit, ah non, pas d'infos sur le père, on sait pas du tout qui il est. Ah si, finalement, on sait. Ah on peut même le contacter. Ah on l'a contacté. Ah mais on n'a pas de nouvelles. Voilà. D'accord. J'en suis. Et tu t'es senti comment à ce moment-là ? Est-ce que c'était une déception ? Est-ce que tu vas continuer les recherches ? Je suis retournée en Corée l'année d'après. Ouais. Parce qu'il se trouve que j'avais participé à l'écriture d'un spectacle pour 2 compositrices coréennes qui vivent en France. Et le spectacle a été monté à Séoul. Donc incroyable aussi comme histoire. L'année d'après, je retourne en Corée à l'occasion de ce spectacle en me disant je vais continuer mes recherches. Et au final, je vis un voyage très différent où là, je comprends... Parce que le premier retour avec ma sœur, on était un peu dans l'émerveillement. En plus, il faisait hyper beau, on était en touriste. On disait, mais c'est magnifique, tout est hyper beau, on est trop contente. Et on était là déjà, retour au bled, quoi. On va revenir tous les ans. Et le voyage d'après, donc c'était en plein hiver. Là, moi, je rencontre des activistes féministes. Je commence à prendre plus la mesure de la violence de la société coréenne. Ultra patriarcale, hyper compétitive, ultra conformiste, très raciste aussi. Et je me dis, waouh, et c'est quand même à l'autre bout du monde aussi, hein. Donc ça veut dire entretenir ce lien, c'est manger, faire plein de carbone. et du coup, je suis revenue partager de ce deuxième voyage en disant à quel besoin ça répond d'entretenir ce lien, de continuer ses recherches. Je pense que quand j'ai lancé les recherches, je sortais de cette tragédie familiale et il y avait, pour être honnête, peut-être un petit esprit vengeur de « Ah ok, vous n'êtes pas ma famille, alors je vais aller chercher la vraie famille. » La vraie famille, je vais la ramener, je vais la rencontrer. Voilà, je vais me la fabriquer. Et en fait, maintenant avec le recul où les choses sont plus apaisées et où je vais beaucoup mieux, je me dis... T'en as moins besoin peut-être. Est-ce que et ça répond à quel besoin. Ouais, et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de réponse. D'accord. Je suis très partagée entre si je veux les retrouver, c'est maintenant parce qu'ils sont à priori d'âge, oui. Voilà, c'est ça. Il y a un jeu de course contre le temps. Et en même temps, pourquoi ? Et j'ai été cet espace justement avec Au Cap. Vraiment de creuser ces questions identitaires à travers l'art, et c'est une autre façon pour moi d'instruire le sujet. Et donc j'avoue que je suis assez partagée, parce que là je pourrais faire les tests ADN par exemple. Il y a plein de choses que je pourrais faire et je l'ai toujours pas fait. Et alors que en revenant l'année dernière du voyage, je m'étais dit tout de suite, je vais retourner en Corée, je vais faire du télétravail là-bas, je vais apprendre le coréen, je vais poursuivre les recherches. 6 mois après, c'était non, je lâche l'affaire. Et 6 mois plus tard, là, je me dis, je sais plus. Ok. Avant la pause musicale et après la pause musicale, on parlera justement de l'engagement artistique et Au Cap, on va faire le lien. Mais avant la pause musicale, j'ai quand même une dernière question sur ce sujet-là. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais été une fois donc en Corée d'abord enceinte. Donc tu as au moins un enfant. Je ne sais pas si tu en as plusieurs. Donc comment cet enfant ou ces enfants vivent ça ? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont voulu aller en Corée ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai un fils qui a 21 ans maintenant. Ok, donc un grand-fils. Je sais pas s'il s'en souvient, mais tout petit, il devait avoir, 2 ou 3 ans. En tout cas, c'était un âge où il parlait très bien, et un jour à table, il me regarde et il me fait « Mais elle te manque pas ta mère ?» Je dis « Non, maintenant non, tu sais, quand j'étais petit comme toi, mamie elle me manquait quand je la voyais pas pendant longtemps. » Puis là, il me regarde, il lève les yeux au ciel, il fait « Mais non, mais je te parle pas de mamie, je te parle de ta vraie mère. » Et là, j'étais un peu figée. Je me suis dit, mais que je m'étais jamais posé la question en ces termes. Oui, bien sûr, je me suis souvent fantasmé qui pouvait être ma mère, mais est-ce qu'elle me manquait ? Et j'ai eu un moment de trouble. Je me suis dit, mince, si lui se pose la question, peut-être que ces recherches, il faut que je les fasse pour lui, même si à l'époque, c'était pas une préoccupation pour moi. Et puis, je suis restée attentive. Je l'ai relancé
temps en temps pour savoir si... Puis en fait, la question, c'était une espèce de fulgurance. Le sujet d'enfant. Voilà. Fulgurance d'enfant. Voilà. Le sujet est plus revenu sur la table. Et donc, moi aussi, je suis passée à autre chose, quoi. Et donc, pour lui, c'est un non-sujet. C'est pas complètement un non-sujet parce que quand il a commencé ses études supérieures, il a pris des cours de coréen. Et lui, il a une conscience beaucoup plus aiguë de son métier. En tout cas, de son métissage. Moi, je suis pas métisse, mais en tout cas, de ses origines extérieures, je dirais. Et il se sent beaucoup plus appartenir à la communauté asiatique que moi. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Et ça, c'est étonnant. Et je sais que, voilà, quand il croise un Asiatique ou des Asiatiques ailleurs, il y a ce petit signe de reconnaissance où il va y avoir cette complicité plus immédiate et peut-être plus rapide. Alors que moi, j'avais tendance à un peu fuir les autres Asiatiques en me disant, bah non, moi, je suis pas légitime, je fais pas partie de la communauté. Enfin, voilà. Alors que, oui, lui, il a participé à au moins une soirée avec des enfants d'adoptés. Et qui a priori été une super soirée où il y avait cette complicité immédiate communautaire. Et c'est peut-être ça, sur laquelle je peux finir, c'est que le retour en Corée, ce qui était hyper puissant, c'était de vivre pour la première fois ce sentiment d'en faire partie, d'en être dans la masse, par défaut. Parce que, alors que j'étais persuadée que les gens comprendraient que j'étais étrangère parce que... Surtout, tu parles pas coréen, déjà. Déjà, je parle pas coréen, mais je bouge pas pareil. Moi, je fixe beaucoup les gens. Je parle fort, je ris fort. Je suis pas habillée pareil, je bouge pas pareil non plus. Et ben en fait, non. Là-bas, j'étais coréenne de base. Et ce qui était hyper drôle, c'est que même en parlant coréen dans certains endroits, les gens levaient un peu les yeux au ciel en disant « Mais tu te la pètes en parlant anglais, là, alors que tu pourrais parler coréen. » Et pour eux, non. Par défaut, j'étais forcément coréenne. Et c'est là où j'ai réalisé en rentrant en France que, ben oui, par défaut, moi je suis l'étrangère en France. Et par défaut, je suis celle qui sort de la norme et je suis celle qui n'en fait pas partie. Et ça, c'était super fort. Et c'est marrant que du coup, mon fils, lui, il le ressente avec d'autres Asiatiques, alors que moi je l'ai jamais ressenti. Et par contre, c'est plus ce que je vis justement dans ce collectif, soit au Cap, soit quand on a des rassemblements entre adoptés, où c'est fou quoi de vivre ce confort de la communauté. Et là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Quand on a des gros débats là, dans notre France universaliste sur le communautarisme ou les dérives ou qu'on, comment dire, on dézingue le mot communauté, alors que en fait, par défaut, tout le monde a besoin de se sentir appartenir, quoi, très profondément. C'est un besoin vraiment fondamental. Et qu'en fait, je me suis construite sans. Et que ça, je pense que c'est... Je peux pas dire les effets, mais de l'avoir vécu tardivement, j'ai réalisé la puissance de la chose, quoi. Et que, effectivement, ça mène dans une direction, le fait de jamais le vivre, quoi. D'accord. On va faire une pause musicale. Alors, peut-être qu'on n'en fera qu'une seule vu l'heure, comme je te l'avais prévenu. Donc, je te laisse choisir en plus, je n'ai même pas noté les noms des pauses musicales. Alors, je te laisse choisir celle que tu ce que je vous propose, c'est de lancer le morceau de Lenzi. Alors, donc ça sera Lenzi, donc le plus court, Piece of Me. Est-ce que tu peux juste expliquer le choix, peut-être, si tu as envie? Lenzi, c'est un compositeur qui compose depuis son plus jeune âge. Alors, je crois que la première fois que j'ai écouté ses sons, il devait avoir 13 ou 14 ans. Et il se trouve qu'il avait composé le jingle d'une de mes émissions. Je crois que c'était les 3 premières minutes. Et j'adore sa créativité parce qu'il est vraiment capable de composer de la musique dans des styles hyper différents. Donc, je suis contente aujourd'hui le faire écouter plus largement à tous les auditeurs et les auditrices de Cause Commune. Ok, donc nous allons écouter Piece of Me de Lenzi. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible.
Cause commune 93.1. Cause commune 93.1. Psst, on aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt ? Bon, on se voit très bientôt parce que le prochain premier vendredi du mois, c'est dans 2 jours, hein, c'est vendredi 3 octobre. Et donc, comme l'a dit Laure-Élise, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e. Nous sommes toujours avec Isabelle Batteste sur Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, et partout dans le monde sur causecommune.fm. Alors, juste avant la pause musicale, enfin, toute la première partie de l'émission a été consacrée à à l'adoption, cette histoire d'adoption, l'impact, etc. Et juste avant la pause musicale, tu parlais notamment donc d'un collectif de Coréens et de Coréennes, excuse-moi, je reçois des messages en direct de gens qui me disent notamment le 3 octobre, ça sera aussi mon anniversaire. Donc voilà, les gens qui nous écoutent et dont c'est l'anniversaire le 3 octobre. Joyeux anniversaire. Voilà, on peut me dire joyeux anniversaire Coralie, comme ça, voilà. C'est mon épouse en fait qui écoute l'émission et qui m'envoie un message. Voilà, on passe le message. Donc ce collectif donc de Coréennes et de Coréens adoptés, donc OCAP, donc OKAP, qui ça veut dire Overseas Korean Art Project, avec mon accent, comme vous connaissez pas terrible. Donc ce collectif, tu l'as rejoint quand et pourquoi en fait ? Tu as commencé à l'expliquer un petit peu avant. Eh ben, je l'ai rejoint sa fondation par Laure. Donc j'arrive plus à me souvenir, ça fait presque 2 ans maintenant. Où en fait Laure, artiste multidisciplinaire, a cette ambition de rassembler des artistes coréens adoptés, francophones, pour ensemble instruire cette question de nos identités à travers l'art. Et donc elle a contacté un certain nombre d'artistes, et c'est là où j'ai réalisé aussi à quel point dans les adoptés, il y avait énormément d'artistes. C'est incroyable. Donc je pense que ça c'est aussi la question de la singularité, quand on est confronté à la différence, je pense très tôt, je pense que la création est une façon de s'exprimer. Et vous êtes combien dans le collectif ? Dans le collectif, on est 10, voire maintenant 11 officiellement, je crois. D'accord. Et c'est des artistes de quel domaine ? Majoritairement plasticiens. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule à pas être plasticienne. Et au début, c'était compliqué pour moi parce que on a monté plusieurs expos et j'étais là, mais moi, qu'est-ce que je peux accrocher ? Parce que toi, dans l'art, tu sais quoi avant, en fait ? Moi, j'avais créé une compagnie de théâtre, danse. Ok, d'accord. Donc, j'avais écrit, mis en scène plusieurs spectacles. Donc, le spectacle en Corée du Sud dont tu parlais tout à l'heure, c'était un spectacle de danse, c'est ça ? Là, c'était du théâtre musical. Théâtre musical, ok. Où, en fait, là, ça partait plutôt de la composition musicale. Et les compositrices étaient venues me chercher pour travailler sur la dramaturgie, à partir d'une petite nouvelle de Tchekhov. Okay. Le texte est trop court et donc elles avaient besoin de beaucoup plus de matériaux dramaturgiques pour composer. Donc oui, moi j'avais plutôt travaillé sur des écritures de textes et de la mise en scène. Et là, tu rejoins des plasticiens et plasticiennes. Et voilà, et là je rejoins des plasticiens et plasticiennes, et c'est marrant parce que je pense que Laure, quand on s'est contacté, je pense pas qu'elle savait que j'avais une activité artistique. Et on s'était contacté parce elle avait rencontré une personne que j'avais formée à l'animation de la fresque de la diversité, qui avait été adoptée, qui avait aussi une activité artistique, et dans la conversation, elle a dû lui glisser mon nom, et à ce moment-là, donc Laure me contacte, et on se rencontre hyper rapidement, et je lui raconte aussi du coup que j'ai une activité artistique. Elle me dit, mais viens, je suis en train de créer OCAP, viens dans le collectif, tu en es. et j'avoue que c'est la première fois que j'ai ce regard-là extérieur d'une personne qui me dit, tu fais partie de ça, de cette communauté-là, et voilà. Et donc je l'ai rejointe avec un grand enthousiasme et en même temps avec une petite circonspection sur quelle est ma place dans ce collectif. Et en même temps c'est génial parce que moi j'adore explorer des choses, et donc je me dis non, j'ai jamais écrit des petits formats, j'ai jamais écrit, je sais pas ce que ça veut dire, écrire des textes à accrocher, et j'avais jamais non plus créé sur ces questions identitaires.
je les avais instruites différemment, où j'avais participé notamment à un autre podcast. Et j'ai fait aussi une espèce de stand-up qui s'appelle les Glint Stories, pour raconter un peu mon histoire. Mais artistiquement, ce que j'avais créé jusque-là, c'était pas sur ces questions d'identité, de mes origines. Et donc là, c'était un petit défi de se dire comment je contribue à ce collectif et que ça reste cohérent avec leurs propositions. D'accord, donc tu le rejoins pour l'écriture en fait. Toi, tu fais partie... Avec mes capacités qui sont l'écriture. D'accord. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que là, on a fait une résidence cet été et on a créé une œuvre collective qui a été pour moi ultra inspirante. Et du coup, je me suis autorisée la dernière expo. On a fait une micro-résidence dans une galerie avec une sortie de résidence là, à la galerie Basillac début septembre. Et du coup, je me suis autorisée à explorer le travail de Aude L'Espagnard sur les fils en me l'appropriant. Et du coup, j'ai fait une œuvre qui n'était pas du tout de l'écriture. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, quoi. C'est qu'on arrive à faire des croisements et que moi, je trouve ça très inspirant de me dire, oui, je me sens pas du tout plasticienne. Mais quand même, le fait d'échanger avec des plasticiens, je peux m'autoriser autre chose. On a fait aussi des expériences avec Patrick Burns, qui a un atelier. Lui, il fait de la peinture magnifique, assez classique dans le style, au sens où il fait des portraits figuratifs, mais comme si c'était peint il y a deux siècles, mais avec les physiques d'aujourd'hui. Et on a fait plusieurs séances de dessin de nu, où moi je suis incapable de prendre un crayon et dessiner face à une personne nue. Mais du coup, j'ai expérimenté, ça serait quoi l'équivalent d'un crowbar à l'écrit ? Et de dire, j'ai ce nu devant moi, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, quoi. Et il est sorti des trucs super chouettes. C'est pas une question de jugement de valeur, mais en tout cas des choses inspirantes et qui m'ont amené ailleurs, où après je me suis dit, j'ai inversé, je me suis dit, je me mets du côté du nu, j'écris ce que m'inspirent les personnes qui dessinent en face, et où est-ce que ça m'amène, quoi. Donc voilà, donc ça me permet d'explorer des champs, toujours au travers de, parce qu'en fait on est tous et toutes des artistes d'origine coréenne qui avons été adoptés, où il y a une espèce de complicité vraiment indicible, parce qu'on a quand même des histoires très très différentes. Est-ce que vous parlez de vos histoires, je te vois ? Oui, c'est ça qui est fou, et qu'on arrive à en parler, et je sais pas du coup, parce que je n'appartiens pas à d'autres communautés, mais on arrive à parler de façon très simple et très directe de plein de choses intimes, légères, profondes, un peu traumatiques, et en même temps, comme tout collectif, dans la vie d'un collectif, il y a plein de personnalités différentes. Puis alors les personnalités artistiques peut-être encore plus. Et je trouve qu'il y a une capacité d'accueil de l'autre qui est que je trouve assez impressionnante, parce que en général, quand on fait équipe avec les gens parce qu'on a envie de travailler avec eux. On se dit sur leur bon côté. Puis à l'usage, on se rend compte peut-être des côtés moins confortables ou plus compliqués, et on peut être un peu saoulé, et après on voit comment on les dépasse. Alors que là, c'est le contraire, on part des failles des gens, donc on n'est pas surpris quand ça frotte, quoi, parce qu'en fait on fait communauté à partir de nos failles, de nos questionnements, de nos troubles, et quand ça fonctionne bien, c'est magique, mais quand ça frotte, ça frotte, c'est normal, c'est l'attendu. Et du coup, il y a une ouverture, une tolérance, une acceptation, je trouve, de la difficulté, de l'autre, de vraiment de nos altérités respectives, qui est vraiment très puissante, et vraiment à l'inverse des façons de fonctionner d'autres groupes auxquels j'ai pu appartenir, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez une actualité ? Oui, on a une actualité. On prépare une expo à Bergues, dans le nord de la France, à 1 heure de Lille, en bord de mer, pendant une semaine en début décembre. D'accord. Du 5 au 8 décembre, il me semble. C'est Adèle KSK qui est à la manœuvre.
Et donc, ça sera une grande expo du collectif avec un peu une sorte de festival où il y aura des activités, de la gastronomie coréenne. On pourra vivre, manger et découvrir de l'art à la mode coréenne. Eh ben, on mettra le lien sur la page de l'émission ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast, évidemment, pour aller dans le nord, donc à Bergue, qui est donc à 1 heure de route, quelques kilomètres de Lille. Ouais. Sur la mer. Alors, le temps avance vite. On va parler quand même un petit peu parce que... Alors, comme je te disais tout à l'heure, avant l'émission off, t'es la première invitée où, quand je t'ai invité, j'avais pas mal de sujets en tête. Et après, en préparant l'émission avec toi hier par téléphone, en fait, il y a très peu de sujets que j'avais en tête qu'on va aborder au final. On en abordera en fait principalement un, mais c'est le principe de ces émissions aussi. Hein, c'est des parcours de vie. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, un peu quand même rapidement sur ta formation, sur tes choix de formation. Et alors, on va formation supérieure. Hein. Donc, quelle formation tu as faite ? Non, c'est drôle parce que ma formation n'est pas du tout un choix, c'est un choix. C'est le système. Alors, du coup, on va voir que je suis très vieille parce qu'à l'époque, c'était le système Ravel sur Minitel. Ah bon, de la même génération alors. Et en fait, on devait choisir notre orientation post-bac sur le Minitel qui nous attribuait. Et moi, j'avais choisi basiquement fac de droit de mon secteur. Et il se trouve que bug du Minitel, à la rentrée, non, un peu avant la rentrée, mais j'apprends que je suis nulle part dans les fichiers, alors que j'ai passé le bac classiquement à 18 ans, et je vais dans la fac de mon secteur, en droit, qui n'est pas une filière saturée. Et comme je figure nulle part, la fac me dit, bah non, on peut pas vous prendre chez nous. Et moi, je pars en vacances, assez légèrement, et mes parents sont en détresse, ils se disent, mais non, va falloir qu'on inscrive notre fille quelque part, et je rentre de vacances, et ils m'inscrivent en fac de lettres à l'Institut catholique de Paris. Et je fais, mais non, no way, jamais de la vie je fais une fac de lettres à l'Institut catholique de Paris, mais dans le dossier d'inscription, je vois qu'il y a une pub pour la prépa Sciences Po de la Catho. Et en fait, je dis, bah moi, je veux bien aller à la Catho s'ils me prennent à la prépa Sciences Po. D'accord. Mais je m'étais jamais trop posé la question de faire Sciences Po, en fait. Et je suis prise à la prépa Sciences Po. Et du coup, j'ai préparé les IEP, les concours des IEP, et j'ai eu la chance d'en avoir un. Ah, IEP, c'est... Institut d'études politiques. Voilà, okay. Les Sciences Po. Et donc, je suis partie faire mes études à Toulouse, contre toute attente. D'accord, donc Sciences Po. Et est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu allais faire derrière comme métier, comme activité Parce que je précise, on va pas tout aborder, on survolera même pas toutes les activités, mais je crois que j'en ai compté 25 ou 26 sur ta page LinkedIn. Non, c'est vrai que j'avais pas du tout de plan de carrière. Non, je me suis retrouvée à Sciences Po par hasard. J'ai adoré faire ces études. Après, j'ai fait une année de césure au Népal. Donc, comme j'avais fait une année de césure au Népal, ça me destinait à faire des trucs à l'international. Donc, j'ai fait après un DESS en management de projet d'éducation pour les pays en développement, comme on disait à l'époque. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le développement, c'était du néocolonialisme. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Donc, je suis revenue en France. Comme j'avais joué dans un groupe de reggae pendant plusieurs années, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire du culturel, faire du management de la musique, dans l'industrie musicale, enfin bon. Et puis en fait, comme je sais pas trop, en fait, ma voisine m'a dit, mais tu sais, ils cherchent à Polytechnique, ils font des espèces d'emplois jeunes de la défense. Moi, je connais quelqu'un là-bas, si tu veux, peut-être que tu peux déposer ta candidature. Je me suis dit, non, mais ça va pas, je vais pas faire militaire, hors de question. Je me suis pointée à l'entretien. Et j'arrêtais pas de dire, je veux pas faire le poste. Et le gars me disait, mais vous êtes très bien. La visite médicale, c'est là. Et je me suis retrouvée à faire une visite médicale. Et j'étais embauchée. Et. T'es embauchée pour faire quoi, en fait? Pour travailler dans un bureau. D'accord. Ah, ok. À l'école polytechnique. D'accord. Mais je me suis retrouvée là parce que j'avais pas été capable de dire non à la voisine qui m'a dit, je t'ai trouvé. Il y a moyen que je trouve un job là et que je n'étais pas capable de dire non au gars avec qui je faisais l'entretien. Parce que pas aller à l'entretien, tout simplement. Bah oui, mais moi je suis bien élevée. Alors du coup, comme la voisine elle s'était investie, je me sentais pas capable de dire non. Donc je me dis je vais y aller et puis je vais lui dire que j'y étais puis que ça marche pas quoi. Et en fait, j'ai pas pu. Et je me suis retrouvée dans ce job à l'école polytechnique où j'ai vraiment rien fait pendant 1 an. Mais ce qui était génial, c'est comme j'avais un statut militaire. Je payais 5% des billets de train. Et à l'époque, mon groupe de musique, il était à Toulouse.
Donc j'étais toutes les 3 semaines à Toulouse et je payais que dalle le train. Et donc voilà, donc j'ai commencé ma carrière à Polytechnique comme ça. Et tu es resté qu'un an alors, c'est ça? Ah non, j'y suis restée beaucoup plus parce Oui, parce qu'après... que- Après, j'ai glandé pendant 1 an, mais j'allais finir en bore-out là si je restais plus longtemps. Mais il se trouve que c'était au moment où Richard Descoings, à Sciences Po, le directeur de Sciences Po, L'ancien directeur de Sciences Po Voilà. qui est décédé. tout à fait, lance les conventions prioritaires, donc un accès spécifique à Sciences Po pour des personnes venant de ZEP, pour le faire court. Et là, c'est coup de tonnerre dans le monde de l'enseignement supérieur. Et à l'ESSEC monte un programme d'égalité des chances en disant, nous, on fera pas des voies spécifiques pour ces jeunes-là, mais par contre, on va monter un programme pour les accompagner le plus loin possible dans la voie qu'ils choisiraient. Et Polytechnique s'aligne sur l'ESSEC parce qu'ils disent, on est la plus grande école d'ingénieurs, on peut pas ne rien faire. Et moi, sur un malentendu quand même, je pense, je fais OK, je lève la main pour dire moi je veux bien prendre le boulot. Et voilà. Et du coup, je suis restée à Polytechnique pour monter ce programme d'égalité des chances, une grande école, pourquoi pas moi. Et donc j'y reste bien plus longtemps que ça, au moins 4-5 ans. Tout à l'heure, tu as dit que quand on parlait donc, de différence, ça t'avait encouragé peut-être à aussi modéliser des projets autour des personnes différentes ou en tout cas venant de milieux très différents. Donc finalement, quelque part, ce programme d'égalité des chances correspondait quelque part à ce que tu avais envie de faire en fait. Oui, c'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui est. Enfin, maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que toutes les choses sont très cohérentes. Mais à l'époque, voilà, je le vis comme. Voilà, c'est un aléa. J'ai pris ce qui était disponible au moment où j'étais là, ou comme je disais tout à l'heure, je voulais pas arriver à Polytechnique et j'y suis arrivée un peu à mon corps défendant. J'avais un peu l'impression de me laisser vivre, et maintenant avec le recul, je me rends compte que ça avait quand même pas mal de sens. J'arrive pas là par hasard, je travaille pas sur ces questions sociales par hasard, et avant j'avais fait quand même un master sur des enjeux de développement. Pour aller travailler quand même sur des projets éducatifs dans les pays du Sud. Donc non, j'avais cette fibre-là. Enfin, en tout cas, moi, je me voyais pas du tout travailler dans une entreprise. Enfin, d'ailleurs, Bellu Games, c'est la première entreprise dans laquelle je travaille de toute ma vie. Mais oui, le monde dans l'entreprise, c'était hyper éloigné de moi, quoi. Moi, je me voyais travailler dans le social, dans une asso, quoi. Dans une asso, d'accord. Ouais. Et ta première asso, c'est Polytechnique. Ouais, voilà. C'est une petite asso de quartier. Alors, on va arriver à Bellu Games assez rapidement parce que le temps avance, mais néanmoins, dans l'ensemble de tes... Donc là, c'est quoi? C'est des années 2000-2010, quelque chose comme ça Polytechnique? Oui, c'est ça. Si je me souviens bien dans la page. Ouais, c'est ça, 2009, ouais. Donc Bellu Games, c'est 2018-2019. C'est ça, 2018, tout à fait, fin 2018. Donc entre les deux, parce que j'ai regardé sur ta page LinkedIn, t'en as quand même un sacré nombre d'expériences. Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux dont tu voudrais parler, ou peut-être simplement peut-être mettre en avant peut-être quelque chose de récurrent, des centres d'intérêt récurrents? Des centres d'intérêt récurrents. En fait, avec Polytechnique, et après, du coup, je suis débauchée par l'ESSEC, qui avait monté le programme d'égalité des chances. Donc c'est une école de commerce, l'ESSEC, c'est ça? Tout à fait. Et là, je travaille sur, je me forme plus spécifiquement d'un côté aux enjeux de l'entrepreneuriat social et de l'autre à l'ingénierie pédagogique. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social, à l'époque, je ne sais pas si on le redéfinit encore comme ça, à l'époque, c'était toute initiative qui poursuit une finalité sociale. Ok. Et donc qui a une activité économique, mais au service d'une finalité sociale. Donc c'est pas incompatible avec le fait d'avoir une activité économique, mais le but en soi c'est pas de faire de l'argent. Donc rentrer sous cette coupe là d'entrepreneuriat social ou d'économie sociale et solidaire, tout ce qui relevait du commerce équitable par exemple, toutes les statuts type mutuelle, fondation, même association, enfin voilà, en gros. D'accord. Et l'autre partie, c'est ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique. Donc, comment former mieux, différemment, en partant vraiment des besoins des apprenants plutôt que des envies des profs, pour la faire courte et de façon un peu caricaturale. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire plutôt, qu'est-ce que les apprenants ont besoin d'apprendre et qu'est-ce qu'on conçoit en fonction de ça, quoi. D'accord. Et donc là, tu as passé plusieurs activités,
de structures différentes sur ces deux thématiques-là, en fait, c'est ça En fait, à l'ESSEC, c'est vraiment les deux expertises que tu as développées. Que j'ai développées. Ok. Et après, j'ai plein d'activités parce que je travaille à mon compte pendant plusieurs années. Et sur ces deux champs-là, parfois qui se recoupent, parfois qui se recoupent pas, qui sont très différents. Et en fait, oui, et je vais aussi Donc c'est enseigner. plus des missions, tout ça, ponctuelles. C'est Ok. des missions ou des enseignements à la fac, mais oui. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup comme ça, mais c'est jamais très très long. Oui, j'ai pas forcément regardé toutes les dates, parce que sinon. Alors, moi, je t'ai connu via la radio déjà, évidemment, vu que tu as fait plusieurs émissions ici, puis aussi Bellu Games, notamment parce que dans l'association pour laquelle je travaille, donc l'APRI, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, un jour, on s'est dit qu'on va développer un jeu. Et je sais pas comment par hasard en fait des gens t'ont contacté et tu leur as expliqué que c'était bien de faire un jeu, mais peut-être qu'il faudrait le faire en mode coopératif, de le faire évoluer. Donc en 2018 tu crées avec un associé, donc Guillaume Lenoble, c'est ça? Alors c'est pas moi qui crée. Ah, c'est pas toi. Non, c'est Guillaume qui a créé en 2016. 2016, Bellu ok. Games, avec cette mission de faire connaître le jeu coopératif au départ. Et donc, il crée la première plateforme de e-commerce qui regroupe tout et recense tous les jeux de société coopératifs. Et en parallèle de cette activité qui faisait pas gagner beaucoup d'argent, il crée des jeux pour les entreprises, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste définir, on peut imaginer, mais définir ce que c'est qu'un jeu coopératif? Un jeu coopératif, c'est un jeu où, contrairement au jeu compétitif, il y a une personne qui va gagner, a priori, ou une équipe. Un jeu coopératif, on va gagner ou perdre tous ensemble, soit gagner tous ensemble ou perdre contre le jeu. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de un gagnant et des perdants. Et donc, ça permet d'éviter les drames familiaux, par exemple. Quand il y a un perdant des perdants et un gagnant. Et non, et surtout, effectivement, ça transforme beaucoup l'expérience de jeu parce qu'on est sur d'autres ressorts que la compétitivité ou la compétition dans le jeu qui est quand même le ressort le plus classique, quoi. On va jouer parce qu'on a envie de gagner. Et ça se développe de plus en plus parce que même le Scrabble, je crois, l'an dernier, a sorti une version coopérative du Scrabble. Ah oui, ça doit pas être compliqué en plus de faire. C'est, voilà, coopérativement, ils auraient pu penser plus tôt. Donc, alors initialement, je me disais, on va passer pas beaucoup de temps à parler là-dessus, justement, de la conception de jeux coopératifs. Et puis en fait, tu m'as dit, non, téléphone me dit, je préfère qu'on parle d'autre chose. Alors, ceci dit, on va quand même parler, donc, en 2 minutes de ce que fait Bellu Games. Donc, oui. il y a, comme tu le dis, donc, il y a 2 activités. Donc, c'est la création de jeux coopératifs, donc, qu'on peut vendre. Et la création d'ateliers pour des structures, c'est ça? Non, on vend plus de jeux de société. Je te laisse expliquer, vas-y. En fait, on a arrêté l'activité de vente de jeux de société coopératifs. Il y avait cette activité-là à un moment. Initialement, ouais, D'accord, tout à fait. ok. Celle-ci, on l'a arrêtée. Maintenant, on a 3 grandes activités, c'est-à-dire la création de jeux coopératifs pour les organisations. Donc, dans un souci de sensibilisation, de formation, de résolution de problèmes. On a l'activité de déploiement des jeux qu'on a ou des ateliers d'intelligence collective qu'on a sur étagère, type la fresque de la diversité. D'accord. On a co-créé avec l'ESSEC, mais qu'on déploie nous directement. Et une activité d'accompagnement à la création de séminaires ou d'ateliers en intelligence collective. À la demande. Alors du coup, ça fait une petite 4e activité d'accompagnement à la création de jeux pour des personnes qui voudraient elles-mêmes développer la compétence en interne. Et à ce moment-là, on les accompagne là-dessus, mais nous, on ne crée pas, en interne. C'est ce que tu avais fait pour l'April, mais de façon bénévole, en Exactement, fait. Voilà. tout à fait. Et après, on a quand même aussi une grosse activité pour la fresque, typiquement, d'animation de la communauté, des animateurs, animatrices de la fresque, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui ont été formées à l'animation, et du coup... on avance en marchant, mais c'est quand même aussi une grosse part de l'activité que d'animer cette communauté. Ok. La fresque, on va en parler tout à l'heure. On va essayer de tenir le temps, en tout cas d'arriver à tout caser ce qu'on avait prévu. Donc, on a compris ce que fait Bellu Games, mais c'est pas ça dont tu voulais vraiment parler. C'est plutôt de comment on le fait. Comment on le fait. Et alors, je cherche parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu voilà. Quand j'ai annoncé l'émission notamment sur la page LinkedIn de la radio, etc., j'ai vu que Bellu Games a répondu. Et donc je vais lire ça, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Le point commun qu'on partage, alors c'est toi qui l'as envoyé d'ailleurs, je sais pas. Le point commun qu'on partage toutes dans l'équipe, c'est qu'on est d'autant plus engagé et motivé dans notre travail
que ce dernier n'est qu'une part de nos activités, que de ce que chacun et chacune est. Nous pourrions tout autant nous présenter comme une équipe constituée d'une championne d'apnée, une designeuse de lampes, un prof de yoga Kundalini, une œnologue, une socio-analyste, un pro de l'impro, une tour opérator. Pas intuitif de se dire que notre profond sentiment d'engagement dans notre travail collectif réside justement dans le fait de ne surtout pas s'y engager totalement. Et c'est un peu de ça dont tu voulais parler, et aussi de comment on essaye d'avoir de l'émancipation dans le travail dans un système capitaliste. Ben, ouais. Et tu as pas beaucoup de temps. En fait, au départ, donc Guillaume a créé Bellu Games. Tu le rejoins en 2018. Je le rejoins 2 ans après, en 2018, et pendant 2 ans, on travaille tous les deux. Et c'est un peu une espèce de... C'est génial. Enfin, on est tous les deux... on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation à la communication non violente. Et en fait, oui, on avait un super outil pour dialoguer. On avait beaucoup de valeurs en commun. Et donc, avec le développement de la fresque, l'activité grandit assez rapidement et se pose la question de devoir être rejoint par une 3e personne. Et puis par une 4e personne, enfin déjà par une 3e personne, mais au début on se dit une personne qui va nous aider en freelance, et puis peut-être que c'est ponctuel. Et puis en fait, non, l'activité prend de l'ampleur, et moi je suis tétanisée. J'ai pas du tout envie de grossir, je suis dans la nostalgie de ce duo à deux, et j'ai pas du tout envie j'ai pas du tout envie de travailler plus. J'ai pas du tout envie de faire plus que ce qu'on fait, qui est juste génial dans notre duo. Et en même temps, on va pas cracher dans la soupe. On développe un outil qui se déploie massivement, qui a priori a de l'impact. On vient de lancer une mesure d'impact, donc on va annoncer les résultats le 17 octobre prochain. Et c'est génial, quoi. Enfin voilà, on a cette capacité à générer de l'abondance, à embarquer des gens avec nous. Donc je veux pas freiner des cas de fer, quoi. Et donc, je me fais accompagner parce que je me dis, là, il faut que je sorte de mon drame intérieur. Et comment je fais pour retrouver de l'envie dans cette croissance et avec ce stress mais dans ce système capitaliste, est-ce qu'on peut être une entreprise, florissante, mais pas forcément croissante? Ou est-ce qu'on commence à mettre le doigt dans un engrenage, dans un engrenage qui va nous dépasser, et moi je me dis en fait grossir, ça veut dire que en fait ça va être juste la démultiplication des problèmes. Et puis moi j'avais une expérience un peu traumatique en management, et en fait je voulais pas du tout manager, je voulais manager personne. Et là, voir des gens qui arrivent, forcément, si, il faut gérer des gens, enfin, les gérer, les accueillir. Et il y a une hiérarchie qui se crée, parce que quand vous étiez deux associés à égalité, et là, quand tu recrutes, il y a une sorte de hiérarchie. Voilà, et moi, je suis dans le déni complet de ça. Je dis non, mais on va créer des gens qui sont, horizontaux, peut-être un collectif d'indépendants, puis nous, on travaille sur de la coopération. Donc, assez spontanément, on se dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à monter une scope? Enfin, on se pose plein de questions. Puis et en même temps, moi, j'arrive pas à trouver les conditions d'une croissance qui m'intéresse. Et en fait, pendant l'accompagnement que j'ai vécu là avec Stéphanie Boinon, que je recommande, qui est une meuf géniale, en fait, j'ai réalisé que le seul sens qui me porte, moi, c'est se dire, est-ce qu'on peut faire la preuve, si on doit grandir, d'une entreprise ou d'un collectif de travail qui soit vraiment capable de prendre soin les uns les unes des autres, et qui soit émancipateur au sens où chacun peut trouver sa place de façon épanouissante, mais aussi se dire que le travail c'est pas la vie, quoi. Enfin, le travail c'est qu'un moyen pour vivre bien. Et est-ce qu'on est capable de grandir, d'avoir des gens engagés, d'être parce que avec Guillaume on est quand même aussi à fond engagés dans notre boulot, mais sans en faire une finalité, quoi. Et après, plus tard, on s'est même posé la question de savoir, est-ce que on est capable de modéliser quelque chose, en fait. On expérimente des choses entre nous, est-ce qu'on est capable de modéliser et possiblement de le partager avec d'autres, et de se dire que oui, ça tient pas forcément qu'à nos
2 personnes à nous, puis aux 9 personnes, parce qu'au début, maintenant on est 9. Donc aujourd'hui vous êtes 9. Oui, D'accord. on est une équipe de 9. Est-ce que vous êtes fixé une limite en termes de taille? Bah, moi, à chaque fois qu'une personne rentrait, je me disais, c'est la dernière. Ah oui, parce que c'est... Et maintenant, je me fixe plus de limite. Parce que j'ai cette vision-là. Je me dis, ok, si on doit grandir, bah, c'est sûr qu'on sera plus capable de faire la preuve, on aura peut-être plus de légitimité à partager les choses si on est nombreux. Parce qu'au début, si on n'était que 3, que 4, que 5, ça n'a pas de sens. 9, ben, c'est déjà un peu plus conséquent. Si demain on est 50, bah, peut-être que on aura on expérimentera d'autres choses, peut-être qu'on se plantera aussi, hein, je sais pas si on y arrivera. Mais... Oui, parce que ma question c'est, alors je me souviens plus exactement, mais je crois qu'à partir de 10 personnes, il y a des obligations différentes dans les entreprises, non? Il n'y a pas des choses comme ça style créer un CE ou des trucs comme ça, entreprise. Ou peut-être 15, c'est possible. D'accord. Pour ça, c'est aussi le sens de ma question, c'est que plus on grossit, plus il y a d'obligations extérieures qui arrivent. D'obligations, puis au-delà des obligations, hein, il y a à un moment donné... déjà à 9, ça marche parce que moi, je peux avoir des liens avec tout le monde en direct. Je pense qu'à 20, je pense que ça serait déjà plus compliqué. Ouais. Donc, moi, j'ai pas forcément envie de grandir, mais... Et vous avez un bureau ou vous êtes en télétravail? On est en 100% télétravail, donc autre défi. Ah oui, en plus. Autre D'accord. défi, c'est-à-dire que on est 3 en région parisienne... Non, 4 en région parisienne, il y en a 2 en Bretagne, et il y en a 2 dans le Tarn et Garonne. D'accord. Donc ça c'est aussi autre chose. Comment on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on met en place pour créer du lien fort, de la solidarité, de l'entraide, de l'interconnaissance, de l'autorégulation ou de la co-régulation émotionnelle quand on est 100% à distance. Et que effectivement on se croise pas et ça c'est un autre défi quoi. Et qu'on fait aussi jamais de réunion. Jamais de réunion. Non, c'était une condition de départ. Enfin, on est tous allergiques aux réunions. Enfin, moi, j'ai des cailloux dans les veines quand on fait des réunions. Donc, la contrainte, c'était ça, c'est se dire, comment on fait pour travailler sans réunion, alors qu'en plus on est à distance. Mais vous faites jamais des points d'équipe, même entre guillemets informels, juste pour se voir sa tête de temps en temps? Si, alors on a ce qu'on appelle la réunion des gommettes. C'est quoi la réunion des gommettes alors? C'est pas la réunion, mais du coup c'est le point gommette. Alors, point gommette. Le point gommette, c'est le moment dans la semaine où on célèbre. Juste, on appelait ça des gommettes parce qu'avec Guillaume, quand on avait un bureau, quand on était que tous les deux, étonnamment, on avait un bureau et on collait des gommettes à chaque fois qu'il se passait un truc chouette sur un petit tableau. Et donc, c'est resté. Donc, c'est un peu nos pépites, les célébrations. Ouais. Et donc, là, on se voit tous, enfin, celles et ceux qui sont dispo. Parce qu'en plus, l'autre contrainte, c'est qu'on est tous en temps partiel et en temps partiel choisi. C'est-à-dire que tout le monde choisit son temps de travail, son organisation du travail. Et moi, je sais jamais qui travaille quand. Donc, du coup, le lundi, sur ce temps de gommette, je sais jamais qui sera là. Et là, on fait que partager soit des moments des chouettes moments de la semaine qu'on a envie de partager avec le reste de l'équipe. Soit il y a quelqu'un qui a pris en charge une petite animation, pour créer du lien, se découvrir autrement. Et on a aussi ce qu'on appelle, nous, les Bellou Team, et on se voit tous les 3 mois en présentiel pendant 2-3 jours. Ah, d'accord, ok. Et là, on fait que créer du lien. C'est-à-dire qu'on va pas du tout travailler au sens opérationnel sur les projets, mais on va faire, et on expérimente nos propres séminaires où c'est que des activités de connaissance de soi, d'interconnaissance. Vous jouez beaucoup, je suppose. Non? On joue, ouais, c'est clair. On joue, on crée nos jeux, on crée nos propres dispositifs d'intelligence collective, d'expérimentation, de sortie de zone de confort. À l'époque, tout le monde maintenant non, mais à l'époque, on s'était formé à l'IFS, Internal Family System, l'approche thérapeutique. D'accord. Et ça, c'était aussi un moment fort, quoi, de se dire collectivement, on se forme à une approche thérapeutique et qui va être aussi un langage pour mieux se dire, mieux se lire soi, mieux se dire pour l'autre. On s'est formé aussi au feedback. Et après, Guillaume et moi, on s'était formé à la médiation transformative. C'est vrai qu'on fait il y a beaucoup de temps passé sur ces questions-là de
de connaissances de D'accord. soi, quoi. Mm. Oui, avec donc de recours finalement à des outils et de la formation qui tournent autour de ça en fait. Voilà, Beaucoup. en sachant que... Qui tournent beaucoup autour de l'humain en fait. Oui, ouais, De le clairement. rationnel. Ouais. Ok. Et l'émotionnel. Oui. Ouais. D'accord. Et ouais, sur cette question-là. Et puis aussi parce que je pense qu'on est tous des neurodivergents. C'est un critère de recrutement chez Bellu Games, c'est ça? Ben, je l'avais Ou pas... c'est juste statistiquement Ouais, c'est ça. Je crois qu'en fait, on s'est rendu compte que oui, on était tous neurodivergents, donc avec des sensibilités émotionnelles hyper fortes, et que de fait, on a cette préoccupation de prendre en compte ça, quoi. Enfin, l'importance de l'expression des émotions, de la reconnaissance, de l'accueil, c'est clé pour tout le monde. D'accord. Tu connais les conférences Mixity à Lyon? Non, pas du tout. Alors, je conseillerais de regarder. C'est des conférences qui ont lieu pendant 2-3 jours. Alors, je crois que c'est plus mars ou avril, donc autour de la technologie, mais aussi autour justement de tout ce qui tourne autour de l'humain, etc. Et des crêpes, parce qu'il y a des crêpes qui sont disponibles. Et je pense que ce genre de conférence pourrait t'intéresser. Et le retour d'expérience de Bellu Games pourrait aussi intéresser l'organisation. Enfin, il y a des appels à conférences, je t'enverrai le lien, parce que ça m'évoque très clairement ce genre de conférence où justement il y a un mélange de technologie, vraiment s'il y a des geeks, etc., mais aussi de comment travailler avec des neuroatypiques, etc. Enfin voilà, il y a des conférences qui sont pas du tout techniques en fait. Voilà. Bah, je pense qu'on commence à développer une petite expertise à travailler avec des neuroatypiques, des militants activistes. Voilà, oui. Aussi, avec des préoccupations éthiques assez fortes et qui sont pas forcément placées aux mêmes endroits aussi, parce que forcément, on a tous et toutes nos enjeux perso, nos valeurs propres, nos dadas, avec beaucoup de questions sur la question. Bah, nous, on travaille avec la fresque de la diversité sur les questions d'inclusion, d'équité. Et en fait, d'expérimenter que, effectivement, c'est plus simple d'être égalitaire que équitable, hein, parce que dans les faits, l'équité, c'est quand même complètement utopique. La mise en œuvre est impossible. Mais on va loin dans l'expérimentation de ça, de savoir, de la reconnaissance de nos singularités et de faire en sorte que chacune travaille en fonction de sa propre singularité, quoi, très forte. Bah, tu fais l'enchaînement avec le dernier sujet, la fresque de la diversité. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même en parler parce que c'est quand même important. Donc, alors, sans doute que les gens ont entendu parler de la fresque la plus célèbre, qui est la fresque du climat. Donc, la fresque de la diversité, donc c'est Bellu Games qui l'a créée avec l'ESSEC, c'est ça. Donc, déjà expliquer ce que c'est qu'une fresque, le principe général d'une fresque, et puis peut-être les spécificités de la fresque de la diversité. On a encore 5-6 minutes maximum. À la base, le modèle de fresque a été créé par Cédric Ringenbach et son équipe, où ils ont eu vraiment l'idée géniale de mettre sur la table un sujet de sensibilisation à partir de cartes, où sur chaque carte, il y a un titre, une image, une définition, et les participantes s'en emparent pour créer un raisonnement, quoi, pour faire émerger une articulation, une logique. Et ça a tellement fait ses preuves que il y a il y a plus de 100 fresques maintenant qui sont créées. Oui, c'est décliné dans plein de domaines. Mais il me semble que nous, on devait être une des premières à le décliner sur un enjeu qui n'était pas un enjeu écologique, sur un enjeu plus sociétal. Donc on a repris cette mécanique-là, des cartes que les participantes s'approprient pour faire émerger un raisonnement. Sauf que nous, comme on crée des jeux, on a introduit chaque lot de cartes par une expérience beaucoup plus... participatif, quoi, vraiment, qu'on débriefe, et après ça permet de rentrer dans les notions qui sont très mentales par une expérience vécue, quoi, qui fait appel du coup aux émotions. Et l'objectif pédagogique de la fresque de la diversité, c'est vraiment d'expérimenter les mécanismes cognitifs qui font qu'on peut tous et toutes être discriminants de façon non intentionnelle, et vraiment décorréler les discriminations, les comportements, je dirais, discriminatoires de l'intention et de l'idéologie, quoi. Et non, malheureusement, on n'a pas besoin d'être foncièrement sexiste, homophobe, raciste pour avoir des comportements du même acabit. On peut tous les avoir, malgré nous. Et c'est ça qu'on essaye c'est à ça qu'on essaye de sensibiliser les gens avec la fresque. D'accord, donc c'est aussi des durées de 3 heures comme la fresque de la... Pareil, c'est des durées de 3 heures. D'accord. Et nous, on prend des groupes de 10 à 16 personnes.
Ok, d'accord. Et donc ça se fait en entreprise, en association. Les gens, donc les entreprises payent pour l'animation de la fresque. Vous formez aussi des personnes pour faire la fresque? Oui, on forme des personnes dans les organisations à animer les ateliers auprès de leurs collègues. Voilà, massivement, et on le fait maintenant même à l'international, quoi. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes qui ont participé à l'atelier. Et comme je le disais tout à l'heure, on a dû former près de 1000 personnes dans les organisations à animer. D'accord. Alors, je vois la principale différence, en tout cas, que j'ai l'impression de voir par rapport à la fresque du climat, c'est la partie, peut-être, le ressenti, le corps, le fait de vivre, en fait, ça fait penser un peu, au théâtre au forum, je sais pas si tu connais, où on essaie de rejouer des scènes. Ah ouais, alors non, c'est quand même très éloigné du théâtre forum, quoi. C'est très éloigné? D'accord, ok. Parce que là, on va pas tant faire émerger des témoignages ou des rôles, c'est vraiment des expériences très pratiques. Ok, d'accord. Où, en tout cas, on engage le corps et on travaille aussi beaucoup sur l'effet de surprise. Et du coup, vraiment, l'enjeu, c'est de vivre les biais cognitifs. D'accord. Et on va pas... bien sûr, il y a des biais qui sont recensés dans les cartes, mais l'idée, c'était de se dire de s'affranchir du mental. Parce que la fresque du climat, c'est beaucoup de notions. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est la différence. Oui, c'est très mental. C'est très. Donc là, l'idée, c'est de vivre les choses, les débriefer, et après passer sur la discussion d'intelligence collective à partir d'une expérience vécue. D'accord. Oui. Et le public qui vient à la fresque de la diversité, c'est un public majoritairement féminin, masculin, équilibré, quand c'est volontaire. Qui vient en fait? Qui vient? Quand c'est volontaire, c'est majoritairement encore des femmes. Ouais. Parce que des fois, c'est pas volontaire. Des fois, c'est obligé dans l'entreprise. Oui, il y a certaines entreprises, on l'a déployé dans le cadre de séminaires. Donc, c'est formation obligatoire. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, dans ce cas-là, viennent des gens qui travaillent, forcément. Et donc, quand c'est pas obligatoire, c'est encore majoritairement des femmes. Et dans les gens qui forment, pareil? Oui, c'est encore majoritairement des femmes. Il y a de plus en plus d'hommes, mais c'est encore majoritairement des femmes. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça représente dans Bellu Games, est-ce que tu as une idée de l'activité que ça représente en termes de temps ça a pris l'année dernière, l'année dernière, il y a 2 ans, ça prenait au moins 60% de notre activité. Là, ça commence à se réduire. Et on travaille cet automne-là sur des projets. On continue de travailler sur le déploiement de la fresque, mais et là, je peux peut-être lancer un petit appel. Vas-y, parce qu'on travaille avec l'équipe de l'Esprit Critique sur une conférence interactive et ludique de sensibilisation au parcours cogito de formation en e-learning à l'Esprit Critique et un atelier d'intelligence collective pour confronter les apprentissages, mais avec d'autres gens, parce que l'Esprit Critique en e-learning, ça suffit pas, quoi. Et on travaille sur un atelier pour sensibiliser aussi à l'intégration professionnelle des personnes réfugiées. On a encore d'autres projets dans les tuyaux, mais en tout cas, la clé d'un bon jeu ou d'un bon atelier participatif, c'est les tests. Donc, on fait des appels à bêta-testeurs régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Je pense que si vous allez sur ma page LinkedIn, je dois avoir un article qui lance un appel, ou sur la page de Bellu Games à vous inscrire sur le fichier pour être contacté si vous voulez participer à nos tests. Et notamment, moi je suis abonné à la newsletter de Bellu Games. Les appels récents, je les ai vus passer. Donc vous allez sur bellugames.fr ou .com, je sais plus. .com, et vous abonnez à la newsletter. Vous serez pas spammé, vous recevez pas énormément de messages, mais c'est bien écrit. Et effectivement, il y a les appels à ces contributions. Et puis des fois, il y a des partages d'expériences, etc. Voilà, c'est vraiment très intéressant. On arrive aux questions finales traditionnelles. La première, as-tu envie de partager quelque chose qui t'a émerveillé ou fait du bien dernièrement? Alors, qui m'a émerveillé, je crois que ce qui m'émerveille en ce moment, c'est d'assister à la transformation ou je sais pas comment le qualifier. En tout cas, l'éveil ou la déconstruction de mon compagnon qui suit une psychothérapie. Et que je trouve ça vraiment hyper courageux de faire ça à 50 ans passés. Et je trouve ça vraiment magique, quoi, de voir la puissance de ce process-là, en sachant que, je pense qu'il avait beaucoup de résistance, comme beaucoup de gens, et pour caricaturer peut-être plein d'hommes blancs plus âgés. Et ça, je trouve ça vraiment hyper beau.
de voir ce cheminement et ce travail qui mène, quoi. Ok. Et deuxième question traditionnelle, si tu avais la possibilité de parler à ton toi quand tu avais 10 ou 15 ans, que lui dirais-tu? Aurais-tu des conseils à lui donner? Alors, en réfléchissant à la question, je me suis dit que je dirais pas du tout la même chose à mon moi de 10 ans qu'à mon moi de 15 ans. Tu choisis, ou tu peux même choisir faire deux réponses. À mon moi de 10 ans, j'aurais envie de lui dire viens, je te présente une personne qui est passionnée par la beauté des maths pour te donner envie de pas faire ta flemmarde sur les maths. Parce que j'ai une passion perdue. Je suis hyper frustrée de pas comprendre la beauté des mathématiques. Et puis, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, d'avoir fait la flemmarde sur les maths parce qu'on m'avait dit petite, c'est bon, t'es une fille, il suffit d'être bonne en français, t'as pas besoin des maths. Je trouve ça vraiment triste. Et à mon moi de 15 ans, je lui dirais de prendre au sérieux et vraiment de prendre en compte ce qui te tient à cœur. Prends au sérieux, voilà, c'est ça. Prends au sérieux ce qui te tient à cœur et ce que tu explores là, parce que en fait, c'est une part de ton identité qui va être invisibilisée si tu le dénigres, en fait. Et ça te fera gagner tellement de temps d'y accorder de l'importance maintenant. Et notamment toute cette partie d'exploration artistique que j'avais très jeune, mais dans le milieu dans lequel j'étais, ça n'avait aucune valeur. Et donc, je l'ai dévalorisé pendant des années pour me le réapproprier très tardivement, quoi. Donc, je pense que voilà, je me dis qu'à cet âge-là, à 15 ans, tout ce qui nous tient à cœur, ça a vraiment beaucoup de sens, quoi. Et c'est important de le prendre au sérieux. Ok, bah écoute, c'est une belle conclusion. Merci Isabelle, donc c'était Isabelle Batteste, notre invitée. Merci Julie pour la réalisation de l'émission. Merci à vous auditrices et auditeurs d'avoir été avec nous pendant cet échange. C'est un merci sincère parce que nous faisons cette émission pour vous être utile. Et puis ça donne un vrai sens à notre échange qui n'est pas un échange simplement entre deux personnes. Nous espérons que cette émission vous a touché, inspiré, convaincu. Si c'est le cas, vous pouvez la faire vivre en parlant et en la partageant avec au moins une personne. N'hésitez pas à réagir, donner votre avis, poser des questions, faire des suggestions, soit sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm, soit dans les notes de l'épisode, vous trouverez le lien. Tous les liens utiles, on les mettra sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm, émission Chemin de Traverse, dans les notes de l'émission si vous écoutez en podcast. Donc Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis à 22h sur Cause Commune, 93.fm et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Ce mercredi, juste après Chemin de Traverse à 23h30, une émission inédite de nos amis de Minuit Décousu. Cette semaine, l'équipe sort ses micros et fait chauffer les platines pour bricoler la première partie d'une série de 2 heures de radio sur la fac et l'enseignement supérieur. Prochain rendez-vous pour Chemin de Traverse, mercredi 8 octobre à 22h. Nous accueillerons Koji, violoniste baroque professionnel et surtout amateur de pâtisserie et de cuisine et qui a introduit l'art culinaire dans l'art musical. Je ne sais pas qui animera l'émission car c'est en cours de discussion. On vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut et solidarité.